Bonjour, bonsoir. Alors cette fois-ci plutôt bonsoir. Enfin jour, il fait encore un petit peu jour. Bonsoir à tous et merci de vous connecter. Je sais que c'est les vacances et que c'est pas toujours le moment d'aller écouter des choses à 20 heures le soir et de se mettre sur son téléphone. Mais je sais aussi que certains d'entre vous, en tout cas, regardent donc après en replay. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur les propositions que je fais avec ces personnes que j'invite pour parler de sujets divers et variés. Et donc voilà, et donc ce soir, je viens de voir ta demande, Myriam, donc je vais l'accepter juste, je fais une toute petite intro, voilà, de quelques secondes, on va dire. Et voilà, ce soir, donc, j'ai invité Myriam, que je ne connais pas, mais que j'ai découvert donc sur un compte que je suis. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi de parler, voilà, de libido, de sexualité, de désir, parce qu'on fait toujours tout un plat autour de ce qui nous concerne bien sûr, mais en même temps, des fois c'est pas toujours simple aussi à mettre en place, en tout cas à préserver et à choyer dans le cadre d'une maternité et d'une paternité. Donc voilà, après, encore une fois, c'est un sujet qui est tellement large qu'on pourra peut-être pas tout aborder, mais en attendant, avoir des pistes et avec quelqu'un de professionnel et qui a plein d'outils. Donc du coup, Myriam va nous expliquer tout ça. Ça peut nous convenir. Et puis, encore une fois, moi, je suis là aussi avec les fleurs de bac pour soutenir. Et puis voilà. Et puis des fois, on a besoin aussi de pouvoir en parler et de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas anormal si effectivement ce désir peut, voilà, des fois, quelquefois, pas forcément. Voilà. Après, on parle de biorhythme, on parle de plein de choses. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'il y a des moments où on n'est pas non plus en phase avec tous nos désirs, mais c'est comme ça. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors, joie de t'accueillir et joie de te rencontrer. Oui, oui, qu'on échange un petit peu en vrai, parce qu'on a échangé beaucoup par message, mais c'est vrai qu'on a, on s'est pas téléphoné ou en visio parce que nos plannings correspondaient pas forcément. Voilà, Donc exactement. En tout cas, c'est chouette que tu aies pu te libérer pour ce soir et qu'on puisse voilà, se rencontrer et discuter ensemble autour de cette thématique. Et du coup, je ne sais pas si toi, c'est un sujet que tu as l'habitude d'aborder ou pas du tout. Parce que oui, c'est aussi intéressant. c'est un sujet que pratiquement toutes les thérapies de couple que j'ai commencé, il y a la composante enfant. D'accord, ok. Bon, tu vois, Ou il y c'est a la composante projet bébé. Il y ah, a ça aussi. parfait. Voilà, il y a vraiment, j'ai plusieurs, on va dire, schémas, mais Ouais, c'est vrai que la récurrence, et en général, le bébé a 1 an et demi. ok. Voilà, le bébé a 1 an et demi, et là, on arrive au bout de, quand il y a la naissance, ça chamboule toute la relation de couple. La maman est en général, mais pas toujours, en général plus tournée vers le bébé, à s'en occuper, à prendre ses marques quand c'est une première grossesse, parce que c'est un chamboulement cataclysmique. C'est ça. Donc au bout d'un an et demi, on est rodé. On est rodé, sauf que pendant 1 an et demi, on a mis même la communication entre parenthèses, la communication dans le couple, parce que tout est tourné vers bébé. C'est-à-dire que tout est culpabilisant. On peut pas s'amuser si le bébé est malade. On peut pas. Après, il y a aussi le fait de le laisser à la nounou pour s'octroyer du temps. On va culpabiliser parce Il y qu'on a, l'a voulu il et y a parce que tout, gnani, gna, voilà, enfin bon. il y a tout un contexte général à prendre en considération. Et du coup, Myriam, si tu veux bien, parce que tu es partie, et tant mieux, c'est Oui. génial. Je pense qu'on a plein de choses à se dire et à partager. Est-ce que tu veux bien, parce que moi je t'ai expliqué un peu ce que je faisais, donc pour ta communauté, si je ne sais pas s'il y a des gens qui te suivent là et qui sont présents et qui sont contents de te voir. Moi, donc, je suis conseillère et formatrice pour le Centre Bac, donc conseillère agréée du Centre Bac pour les fleurs de bac. Donc, mon expertise, c'est ça depuis plus de 20 ans. Et puis aussi, la thérapie de la vie intra-utérine, c'est-à-dire la sophroanalyse et aussi la compréhension aussi de nos empreintes d'adultes, si tu veux, avec une lecture un petit peu plus large et un peu plus expansée de simplement ici et maintenant, qu'on peut relier à notre
plan d'incarnation, peut-être aussi souvent notre gestation, notre propre naissance et notre évolution d'enfant, d'adolescent, de jeune homme, de jeune femme, etc., jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est aussi en lien avec tout ce que je fais. Et puis, évidemment, on n'a pas de conception de la libido, de la sexualité et de notre désir sans aller voir un peu qui nous avons été avant le compagnon ou la compagne, peu importe. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu te présentes, parce que j'ai dit que tu avais une palette assez colorée, assez vaste. Et du coup, si tu veux mettre aussi un petit peu quand même de temps pour dire un peu qui tu es. Après, tu sais, je vais mettre sur le IGTV, je remettrai tes coordonnées. Mais bon, je trouve que c'est cool que tu les aies là. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Myriam, je suis sexothérapeute. C'est vraiment l'étiquette prédominante, on va dire, que j'ai voulu me donner. Parce que donc j'ai passé un diplôme en sexothérapie. Mais depuis toujours, et c'est très comme quoi il n'y a pas de hasard dans rien, on a cette intuition quand on est enfant des fois. Enfin, moi je me suis toujours dit j'ai envie de travailler dans le sexe. Ok. C'est bizarre quand même. J'ai toujours été hyper libre et libérée d'en discuter avec celle qui m'a élevée. J'avais une sexualité avec une ouverture d'esprit vraiment large. Et pourtant, j'ai commencé mes premiers émois à 19 ans. Ouais. Donc, pas du tout, voilà, le premier bisou, ça a été 19 ans, le premier tout, ça a été 19 ans. Mais je me suis toujours dit, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que pour moi, c'est pas tabou. Et je sais que pour beaucoup, c'est tabou. Oui. Le fait est que dans la situation dans laquelle j'étais, les études c'était pas trop possible, donc j'ai travaillé pendant, on va dire 20 ans, voilà, à travailler. Voilà, j'ai fait plein de travail, j'ai eu 1001 vies, j'ai été styliste, j'ai été chef de cuisine dans un gastronomique, j'ai été, voilà, ça c'est les deux plus gros pôles, mais j'ai fait plein de trucs. Et dernièrement, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, le corps m'a dit stop. Mon corps m'a dit stop parce que c'était que des travaux physiques et je me suis dit mais je vais trouver ce que je pensais depuis le début. Je suis pas si bête, je peux y arriver, voilà, même si tout l'univers me faisait comprendre que j'étais pas capable, moi je savais que j'étais capable. Donc bon, je suis passée d'abord par l'hypnose. J'ai dit OK, bon ben je vais faire de l'hypnose parce qu'il faut savoir que je suis magnétiseuse depuis toute petite, famille de femmes guérisseuses. Et je me sentais pas légitime d'ouvrir un cabinet juste avec magnétiseuse. Parce qu'il n'y a pas de diplôme. Madame Myriam. Voilà. Donc, je me suis dit, il me faut un diplôme en quelque chose pour valider, tu sais, le droit d'avoir une plaque. Et j'ai mis le doigt dans l'hypnose. Et puis, mon école m'a informé qu'il y avait des plein de formations, dont une en sexothérapie, avec un grand sexothérapeute et psychanalyste qui est Alain Héril, qui a écrit beaucoup de livres, qui a fait beaucoup, enfin, il est vraiment sur tous les fronts. Donc j'ai dit ok banco, donc j'ai fait tout le cursus sexothérapie, et puis après je me suis dit ouais mais il me manque des trucs. Parce que donc j'ai ouvert mon cabinet et au niveau de l'analyse, au niveau de taper juste, tu vois, de faire mouche, il me manquait des outils. Et donc j'ai passé un diplôme de PNL, donc je suis PNListe. C'est de la reprogrammation neurolinguistique. Et parce que je voulais faire de la DNR, qui est le Deep Neuronal Repatterning, et qui là, c'est un outil où la psychanalyse transgénérationnelle va mettre 20 ans, où la psychanalyse va mettre 10 ans, où la psy va mettre 8 ans, où la PNL va mettre une dizaine de séances, la DNR va mettre 10 minutes. Pour résoudre un traumatisme, une phobie, opérer un changement. C'est vraiment un outil extraordinaire parce qu'on va travailler directement avec le cerveau archaïque. On ne fait pas du tout appel au conscient. Donc le conscient, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Du moment qu'on travaille avec le cerveau archaïque, on va aller vraiment dans le fondement de cette peur, de cette phobie. Et voilà un petit peu tous mes outils qui aident essentiellement les personnes qui viennent me voir, surtout quand elles souffrent par exemple de vaginisme, de dysfonction érectile, d'éjaculation précoce, d'infertilité. Qu'est-ce que j'ai endométriose aussi. Je vais avoir tout ça et le couple.
forcément, la synergie du couple, mais pas que, je fais plein de choses. La peur de passer son permis de conduire, la peur des aiguilles, l'image, une image traumatisante, hop, on la dégomme, et ça fait 30 ans qu'elle est là, cette image, et la personne, à la fin de la séance, elle arrive plus à se souvenir de l'image. Elle arrive encore un peu comme si c'était une corde glissante, tu vois, mais elle arrive pas vraiment à s'y connecter. Donc voilà un petit peu tous mes outils que j'utilise. Et ben donc, du coup, tu es aussi sur de l'émotionnel. Donc, parce que quand on Ah, voit mais cette totalement, image, parce voilà, que, ça déclenche des émotions et du coup, tu travailles totalement. dessus aussi. Parce que Exactement. la DNR, on va d'abord se raccrocher à l'émotion, qui n'est bien sûr que virtuelle, parce que c'est l'écho. On convoque une émotion qui n'est plus la vraie émotion, c'est un peu le téléphone arabe. Donc, suivant les expériences que tu as traversées avec cette émotion, elle est distordue, distendue, et du coup, d'un truc, tu t'en fais un monde, parce que tu as mis ton univers dans cette émotion-là. Donc, voilà, c'est... Ouais. Tu t'en fais un monde et en même temps, tu le portes, ce monde-là. C'est-à-dire que tu n'arrives pas non plus à t'en débarrasser. C'est comme un vieux manteau, tu sais, une vieille robe que tu n'as pas envie forcément de jeter en te disant, bon, C'est ça. finalement, je la connais, elle est là, elle est dans mon placard, je la mets jamais, mais bon, on sait jamais. Bah non, en fait, à un moment donné aussi, il faut passer à autre chose. C'est ça qui est chouette. Ben, c'est le fameux on sait jamais, mais c'est aussi quand on est face à un client, parce que pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est des clients, les gens qui viennent me voir. Oui, bien sûr. Pour mes clients, c'est aussi chercher l'intention positive à le garder. Pourquoi tu le gardes? Bien Qu'est-ce sûr. que ça t'apporte? Ben non, je vois pas, j'ai envie de m'en débarrasser. Cherche plus loin. Il y a forcément, au fond de toi, une intention positive. C'est ce que je dis souvent à mes clients, le plus bel acte que vous faites, comme le plus odieux, le plus atroce, le plus incompréhensible, il y a une intention positive pour vous derrière. Et c'est quand on trouve ça qu'on a la clé. Ben, en fait, c'est un peu comme avec ce que je fais, tu vois, en sophroanalyse ou avec les fleurs de bac, c'est-à-dire qu'il y a des fois des émotions et des attitudes de l'ordre, ben, encore une fois, de l'inconscient, mais qui sont des mécanismes aussi qu'on met en place pour de la survie, quelle qu'elle soit. Hein. Et la survie, c'est pas forcément mourir, mais quand même, hein, dans ces intentions-là, il y a quand même une sorte de danger, en fait. Hein. Et après, il y a toujours des moments où on a ces attitudes-là et on les garde quand même. Et dans ce quand même-là, il y a toujours un cadeau, comme tu le dis, parce que ça développe chez nous aussi des ressources et des qualités inouïes auxquelles on n'a pas toujours accès de façon consciente. Alors que c'est quand on se pose et quand on regarde objectivement la situation, on peut regarder sur le fil du temps à quoi ça m'a servi aussi de garder cette croyance. Et le but, c'est pas de se débarrasser du truc en disant bon, ça m'a fait chier, parce que c'est super limitant et c'est hyper culpabilisant, je trouve aussi, de se dire j'ai pas vécu comme ça pendant 30 ans pour des prunes ou pendant 15 ans ou pendant 4 ans. Et ben, il n'y a pas des prunes en fait. Tout ça, c'est super logique. Et c'est juste aussi d'avoir vécu cette histoire-là et d'avoir emprunté ce chemin pour se découvrir. Donc c'est voilà, on est en phase toutes les deux. Ben, Donc je c'est vois ce que qu'il y je a dis. C'est ce oui. que je dis oui à mes clients quand je leur fais une séance d'hypnose. Gardez les apprentissages que vous avez si durement gagnés. Ça, c'est le cadeau. Après, il y a des trucs qu'on peut se débarrasser. Tout ce qui est comportement, mais tout ce qui est apprentissage, il faut le garder précieusement. J'ai mon chat qui veut venir faire le live avec nous. Eh ben, il peut venir dire bonjour. Il s'appelle comment ton chat? Alors, une des filles, oh bah c'est j'en ai deux, elle s'appelle Chacha. Chacha. Oh, Chacha. elle est très belle. Elle a toutes les couleurs. C'est magnifique. Très belle. Chacha pour Shadow. Parce Ok. que quand je l'ai adoptée, parce que je l'ai adoptée dans une association, bon. Et au début, j'en voulais qu'un, pour la petite anecdote. Et puis, elle m'a dit non, c'est les deux ou rien. J'étais, ah, bon, bah, je vais prendre les deux, hein, du coup, parce que c'était deux sœurs. Et voilà. Et elle se planquait. J'avais du mal. Pendant 15 jours, elle a fait les dessous de meubles. Donc, on l'a appelée Shadow. Et puis maintenant, c'est le vrai pot de colle. Voilà. Très mignon. Bon, les chats sont les bienvenus, évidemment. T'es bienvenue. Alors, donc du coup, on était sur l'idée des consultations, des personnes qui viennent te voir, sur les couples Mm. qui ont des demandes, donc comme tu dis, au bout d'un an et demi, une fois que tout est entre Ouais. guillemets rodé. Et donc,
quelles sont les émotions, quelles sont les demandes les plus récurrentes? Parce que moi, si je peux accompagner aussi en termes de fleurs, tu vois, j'ai mes petites cartes et de temps en temps, je cite une ou deux fleurs, ou voire 4 ou 5 ou 10, ça dépend du contexte, mais pour accompagner. Les demandes les plus fréquentes, c'est déjà on se touche plus. On se touche plus. J'ai du mal à quand il me touche. C'est-à-dire qu'il y a pas une répulsion, mais limite quoi. Ouais. Et du coup, l'homme ou la femme, hein, ça par contre, il n'y a pas de règle. Hein, c'est ou l'un ou l'autre. Il y a pas de règle. C'est ça que j'allais te demander si c'était plus féminin justement par rapport après. Ben, vraiment, ça dépend du couple. Ça dépend du couple, mais ça peut être ou l'un ou l'autre. Le manque d'attention, c'est-à-dire la régression d'un des deux partenaires qui se met à la hauteur du bébé. Alors, je caricature, hein, attention, mais qui est en manque d'attention parce que sa blessure de l'abandon, elle se rouvre parce que il y en a un autre qui prend ma place, donc il y a ça. Ou alors le bébé a beaucoup de problèmes, il sent qu'il y a un truc, donc forcément il va devenir chiant, il va demander de plus en plus d'attention, et pour éloigner l'autre, tout ça c'est très subtil. Il y a ça, il y a quand la maman ou le papa, suivant celui qui a pris la responsabilité, on va dire, de prendre le congé parental, veut retravailler, et là c'est le monde qui s'écroule parce que l'autre il a sa soupape de sécurité, il part au travail, il a sa vie, on va dire sociale, et l'autre justement il veut avoir sa vie sociale parce qu'il pète il pète un boulon. Voilà, il pète un câble, donc il dit non mais moi maintenant je veux reprendre mon travail, voilà. Et des fois, ça coince parce que financièrement, c'est compliqué. Enfin, voilà, après, il faut faire des choix. Et là, le plus difficile, c'est qu'il y a eu couple, bébé et confinement. Alors ça a été compliqué aussi. J'ai beaucoup de couples qui sont venus par rapport à ça. Du coup, un des deux partenaires qui tombait en dépression. Vraiment littéralement, hein, de plus pouvoir faire son activité et de plus être dans le couple, enfin voilà, ou de se voir comme la boniche, c'est-à-dire faire tout à la maison, les courses, les machins, les trucs. L'autre il rentre et puis finalement il aide pas parce que lui aussi il est fatigué de sa journée. En fait, c'est chacun a fait sa journée de travail, quoi. Donc c'est remettre un petit peu la lumière sur ce qui est important au moment à ce moment-là, en fait. Parce que c'est pas vraiment des super méga grosses crises. Ça dépend des moments, quoi. Mais c'est vrai que là, tu viens d'évoquer la fatigue, donc je vais juste montrer la fleur olive, qui est en lien avec justement ce besoin aussi de restaurer aussi l'énergie, le peu d'énergie des fois qui reste pour l'un des deux parents. Hein. Ça dépend évidemment du contexte, mais quand on n'a pas l'énergie non plus physique, c'est compliqué aussi de se donner du temps aussi pour se retrouver sous la couette. Hein. Parce que voilà, après il y a aussi tout ce qui va aller alimenter aussi, comme tu l'as évoqué, tout ce qui peut nous prendre la tête, hein, par rapport au travail, par rapport à la charge mentale, pour celui qui reste ou celui qui s'en va, parce que celui qui s'en va, il a aussi sa charge mentale du travail. Ouais. Alors ça dépend du contexte aussi financier du couple, hein, comme tu le dis. Il y en a qui ont des revenus, soit de l'État, soit des rentes, soit des boulots qui font qu'il y a de l'argent et donc c'est en état d'équilibre. Mais des fois, c'est pas comme ça du tout que ça se passe en fait. Hein. Donc c'est des fois super compliqué. Et en plus, quand celui qui reste à la maison n'a pas les finances. Enfin, en fait, il subit tout, quoi. Il subit le fait d'être un poids, entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Je schématise, c'est dur à dire, attends. Caricature. Mais c'est une charge, entre guillemets, pour le couple, parce que il suffit de pas grand-chose. Il suffit que celui qui travaille gagne juste un petit peu plus que la limite, et ils n'ont pas droit aux aides, donc ils sont dans une pauvreté extrême que ceux qui ont droit aux aides et qui ont un petit salaire, tu vois. Donc il a une charge pour celui qui travaille, il a la charge du budget familial, de l'enfant, de la maison, des tracas, et en plus, forcément, souvent l'autre ne voit pas tout ce que, en fait, on fait quand on est à la maison, et tout le monde le dira, on fait beaucoup de ménage et de trucs et qui ne se voient pas.
Ça se voit pas. Donc l'autre, en fait, il est dans l'efficience, dans l'objectif, et il rentre, il voit rien de fait. Donc il va se dire putain, il a rien fait, ou elle a rien fait, nanani, nanana, tita, tata, enfin bon. Et ça monte en épingle pour pas grand chose. Et du coup, le peu de temps ou le peu d'énergie qui pourrait rester au couple, on le passe à se faire la gueule, ou à s'engueuler, quand on a la force de s'engueuler. Alors, le pas grand-chose, ça dépend aussi de la posture, hein, parce que celui qui rentre du travail, qui considère que le compagnon ou la compagne pourrait quand même se rendre disponible pour cette rencontre aussi du couple, il est en demande et du coup il comprend pas parce qu'effectivement il constate que rien n'a changé depuis ce matin. Et la personne qui est restée aussi à la maison ne comprend pas la demande de l'autre en disant bon bah voilà tu pourrais être disponible alors que elle est cette personne-là elle est épuisée par toutes les tâches qu'elle a faites et s'occuper d'un enfant. Alors là on est parti sur 1 an et demi, mais il faut quand même penser aussi qu'on parle de la femme parce que c'est souvent elle qui accouche, hein, on va dire ce sont pas les hommes. Le corps il a besoin aussi de reconstituer aussi ses ressources physiologiques pour pouvoir être aussi opérationnel. Donc il y a tout un contexte qui fait que quand on n'est pas physiquement dans son corps comme il faut, même si c'est au bout d'1 an et demi, 1 an et demi c'est très court en fait dans la vie d'une femme qui vient d'accoucher. Hein. Et donc ça s'appelle le postpartum, mais il y en a qui mettent plus de temps. Mais en plus se met effectivement, comme tu dis, la charge mentale du je suis un poids, je suis des fois une grosse vache parce que j'ai pas retrouvé mon corps. Donc la libido, c'est un peu compliqué aussi dans ces moments-là de pouvoir se fondre dans le désir de l'autre si l'autre est insatisfait de l'indisponibilité et de la fatigue chronique, on va dire. Hein. Donc c'est des pas grand-chose, mais qui sont toxiques parce que finalement, ça prend la tête et on n'arrive pas à se poser en posant les choses. Et alors, j'ai montré les fleurs, White Chestnut, c'est tout ce qui est préoccupation mentale. Et puis, je voulais montrer aussi Pine, la culpabilité dont tu pouvais parler, tu vois, de la charge mentale aussi, de se dire j'ai l'impression d'être un poids pour l'autre, puisque évidemment, moi, je ne suis rien, puisque je ne fais que m'occuper de mon enfant. Mais des fois, il y en a d'autres, comme tu le disais, hein, c'est pas forcément le premier enfant non plus, donc ça fait des fois double ou triple charge. Et qui est compliqué aussi à vivre dans ces moments-là, c'est que on n'arrive pas des fois à trouver ce niveau de dialogue et de compréhension. Et des fois, ça arrive aussi quand l'autre se retrouve dans l'état où il doit suppléer à l'absence du compagnon ou de la compagne et qui doit faire toutes les tâches. Et là, lui aussi, cette personne-là peut aussi être dans cet état où il se dit que lui, il n'a pas non plus forcément de désir aussi important que quand il était au travail finalement. Et donc là, l'équilibre se fait aussi. C'est pas une vue de l'esprit en fait de s'occuper d'un enfant, d'une maison. Non, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Et puis alors bon, il y a tout ce qui est physiologique, biologique, mais il y a tout ce qui est aussi de l'ordre de l'archaïque. C'est-à-dire que on est conçu pour avoir un temps pour tout, un temps pour la grossesse, un temps pour le bébé et un temps pour refaire une grossesse. Donc forcément, nos hormones, elles sont en adéquation avec ça. Sauf que notre monde moderne, il est toujours dans le plus vite, plus fort, plus loin. Et forcément, on accorde plus du temps au temps, et puis on n'accorde plus du temps à l'autre parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ça dépend ce qu'on met dans sexualité. Parce que quand on parle de sexualité, on parle forcément de pénétration. Être le pénétré ou être la pénétrée. Et là, non, en fait, on peut faire 1001 trucs. Ça dépend de votre vision de la sexualité. Ne serait-ce que de se caresser les cheveux, c'est un acte sexuel pour certaines personnes parce que ça va engendrer une détente extrême, des endorphines à profusion et ça va rapprocher au niveau énergétique, puisqu'on parle énergétique, ça va rapprocher les rythmes, on va dire, de chacun, parce que la femme a un rythme avec sa grossesse, avec son accouchement, elle a pris un autre rythme, un autre tempo, et l'homme en a un autre parce qu'il est à l'extérieur de tout ça. Et du coup, il faut se remettre au diapason, si on parle un peu oreille musicale, il faut se remettre au diapason au niveau des énergies. C'est pour ça que quand je reçois des couples, je leur fais faire des exercices de respiration, ventre collé, le home, tout ça pour déjà repartir sur la même longueur d'onde. Et alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu as des personnes qui sont comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelquefois des couples
qui voudraient être en couple, mais sans enfants, en fait, alors qu'ils ont des enfants, et qui voudraient être que comme s'ils étaient avant, comme s'il n'y avait pas eu la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et qui sont pas non plus dans le côté très réaliste aussi de la situation. C'est-à-dire que la sexualité, le désir, la libido, l'énergie ne peut pas être, enfin, on peut pas faire comme avant, en fait. Ça n'existe plus, ce comme Oui, avant. alors des couples qui veulent faire comme si, on va dire de la nostalgie. C'est avant, on faisait comme ça, avant, on faisait ça. Oui, C'est mais ça. avant, vous étiez deux. C'est ça, on est d'accord. Maintenant, vous êtes 3, 4, 5. Le temps imparti à chacun, il n'est pas extensible. Une journée, c'est 24 heures. Ouais. Euh, Ça, c'est de la nostalgie. Et ça, c'est de l'impatience. Tu vois, en fleur de bac, tu as des réponses assez appropriées sur les émotions. Mais oui, la nostalgie, elle existe. On peut pas faire comme si ça pourra plus être comme avant, en fait. Et même quand on prendra des week-ends tous les deux et qu'on partira même 15 jours, alors qu'il y aura des copains, des voisins, des tantes, des grands-parents pour garder les petits, ça sera jamais comme avant. Il y a une partie de la charge mentale, il sera quand même là. Donc, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas malades? Et nani, nana, et tout ça. exactement. Et puis la confiance en soi, aussi bien au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme. Mm. La confiance en soi, on prend un coup. Alors au niveau de l'homme, ça va être parce que la femme va moins le regarder, va moins peut-être lui faire sentir son désir, et donc du coup il va se sentir délaissé, dénigré. Peut-être qu'il va se dire, je suis plus aussi attirant. Et Ouais. la femme, c'est dans son corps, c'est dans sa chair. Forcément, il y a eu des changements. Il y a des femmes qui ont une génétique extraordinaire et qui arrivent à reprendre vite leur silhouette d'avant et tout, mais ça c'est rarissime. Ou alors c'est au prix d'efforts surhumains. Et après, on le ressent, hein, parce qu'il y a forcément une chute. Hein. Quand on va très haut, on tombe très bas. C'est au niveau de l'intention, au niveau de l'énergie qu'on peut y mettre. Donc déjà se réapprivoiser avec les nouveaux corps. Parce que même si l'homme, il a peut-être fait une couvade, il a peut-être fait un stress et il a maigri, enfin il y a toujours les cheveux blancs. En 9 mois, on sent qu'il y a un pas qui est passé, tu vois. On sent qu'il y a une marche de passé. Donc il faut Se réapprivoiser, réapproprier, oui, bien voilà, sûr, son ces corps. nouveaux corps et se dire, Bien sûr. ok, ok, on a changé, mais est-ce que c'est pour du mieux? Est-ce que c'est pour ok? Enfin voilà. Donc on se redécouvre. Et puis il faut savoir que le couple, en général, il a une structure de 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, le mythe du couple, parce que quand on rencontre quelqu'un, on se fait des fantasmes sur ce qu'il nous raconte. Bah, c'est un peu le bouquin Je de Frédéric Becbédé. Il l'explique un peu sur la biologie du couple aussi, de la rencontre. Hein, l'amour dure 3 ans. Alors c'est une réalité physiologique aussi. Hein. C'est Ouais, pas oui, qu'un oui, mythe. c'est ça. C'est vraiment, on va fantasmer sur ce qu'il nous dit. Donc, je voyage, machin. Oh, génial, on va voyager, tata. On se met en couple, finalement, on voyage pas parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Bon, finalement, on voit nos espérances à la normale. Donc, ça dure à peu près 3 ans. On prend un rythme de croisière. Et puis, en général, au bout de 3 ans, il y a un événement. Alors, ça peut être, alors, c'est entre 3 et 4 ans. Il y a un achat d'appartement, où il y a un chien, un chat, un poisson rouge, où il y a un enfant, où il y a un truc qui se passe dans le couple, une mutation, un changement de boulot pour l'un. Et on remet en question le couple parce que le fonctionnement va être différent. Et toute la force du couple, c'est de recréer un nouveau couple Bien sûr. avec le même couple. C'est de se Exactement. renouveler, un peu comme le phénix renaît de ses cendres. Et le truc fatidique, c'est les fameux 7 ans. Et c'est pas un mythe, entre 6, 7, 8 ans. Suivant le rythme du couple, toujours le tempo du couple, et il va y avoir une crise, une grosse crise, une crisounette, enfin il va se passer un truc. Et c'est là qu'on va dire si on tient bon encore ou si on se renouvelle, si on ou si Il on a faut. juste fait le chemin et au bout de 7 ans, on a fait le tour de ce qu'on avait à vivre. Ben, on s'est perdu de Et vue aussi, hein, quelquefois. ouais, donc voilà, c'est vraiment pas un mythe. Le tout étant de se renouveler, de se surprendre. Jamais rien n'est acquis, jamais.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est voilà, puis c'est accepter aussi quand on arrive au bout de 3 ans, on se sent à l'aise avec l'autre, donc on laisse transparaître nos blessures et on est plus facilement atteint parce que l'autre nous dit, parce que l'autre a une importance énorme dans notre vie, donc son avis compte, ses réflexions comptent, et aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Bien sûr. Donc, J'ai montré la fleur du manque de confiance en soi, la l'arche dont tu parlais, tu vois, de l'homme qui pourrait se dire aussi elle m'aime plus, machin. Et puis là, c'est aussi le côté, on s'occupe plus de moi, tu l'as évoqué tout à l'heure, chicorée. Si justement tu parlais de ce côté un peu régressif, mais là, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, évidemment. Hein. Il y a des attentes qui sont justement qui vont provoquer aussi ce sentiment d'être rejeté, mais c'est pas un rejet en fait, c'est lui qui l'interprète comme ça, bien entendu. Mais oui. ça, c'est aussi de l'amour possessif, tu vois, quand tu as aussi envie des fois de. Je dis pas de mettre l'enfant de côté, mais quand même, hein, s'il n'était pas là, ce serait plus cool. Parce que du coup, je peux récupérer aussi. Là, ce cas de figure-là, je l'ai pas eu encore. Ouais. De regretter l'enfant. Mais non, c'est mais okay pas forcément le regretter, Myriam, mais peut-être des fois même carrément de le rejeter, alors de façon pas forcément implicite, si tu veux, mais de trouver les bonnes occasions aussi, ou toutes les occasions pour justement être avec sa compagne. Voilà, exactement. Et de pas être toujours en lien aussi avec l'enfant pour justement récupérer sa compagne. Donc après, ça peut être aussi, tu sais, des couples recomposés où il y avait déjà un enfant, aussi des hommes qui sont pas forcément aussi dans la paternité, tu vois, et qui découvrent aussi une femme avec un enfant en bas âge et qui se mettent en couple et qui n'ont pas aussi ce sentiment d'attachement, tu vois, à l'enfant. Je sais pas si tu as eu ce genre de couple. Non, j'ai pas eu ce genre de couple. J'ai vraiment eu le couple, voilà, le couple avec le 1 an et demi. Et, on sait plus quoi en faire, mais on l'adore, on l'aime, hein, mais on n'a plus la place du couple. Ou alors j'ai eu aussi, et ça c'était avec l'enfant et avec la maman, le partenaire qui angoissait s'il y avait 5 minutes de retard, si il avait pas de nouvelles, mais pas dans le sens elle va me tromper, hein, pas du tout dans le sens elle va mourir, il est arrivé un truc, nani, nana, machin, enfin, scénario catastrophe puissance 12. Alors là, il y a une fleur pour ça aussi, c'est Red Chestnut, je vais essayer de te la montrer. Ça, c'est l'inquiétude pour les autres. Donc, c'est quelqu'un qui va se faire des films en imaginant le pire pour sa compagne, hein, c'est ça? C'est ça, mais en discutant et en faisant un petit peu le point sur son enfance et sur tout ça. Ouais. En fait, on s'est aperçu que sa première crise d'angoisse, il l'avait fait dans les escaliers de chez lui, quand il avait 5 ans. Parce que il voyait ses meubles descendre avec des déménageurs et il s'est interrogé, il s'est dit tiens, il y a des voisins qui emménagent, ils ont les mêmes meubles que nous. Et en fait, quand il est arrivé devant chez lui, c'était des huissiers qui vidaient la maison. Donc il a tapé les déménageurs et tout à 5 ans, tu vois. Et donc en fait, c'est la dépossession de sa sécurité. Parce que c'était chez lui à 5 ans, tu vois, c'est à tout moment, on peut le destituer de sa sécurité, on peut le destituer de son foyer. Et son foyer, c'est sa femme et son enfant. Donc, on a travaillé là-dessus. Alors là, il y a Star of Bethlehem, tu vois, pour les chocs, parce que c'est ce qui lui est arrivé à l'âge de 5 ans. Hein. Il a été sous choc de ce qu'il a vécu, puisque probablement qu'il n'a pas eu d'explication, parce que s'il vit comme ça, en tout cas au moment où il est dans l'escalier, il n'avait pas l'information. Donc, il a probablement vécu comme ça. Et ensuite, il y en a une autre, c'est comme tu dis, d'être dépossédé. Ça peut être la peur. Hein. La peur qui motive aussi cette notion d'insécurité, tu vois. Et voilà, ça c'est Mimulus. Et voilà, ça calme aussi le jeu de toutes les peurs identifiées. Donc ici, lui, il l'a identifié. Voilà. Après, vous avez travaillé dessus, mais c'est sûr que. Ouais, on a travaillé en hypnose et en DNR. C'est-à-dire que j'ai effacé l'image de ces meubles. Enfin, j'ai effacé le mini-film, tu vois, qui n'avait pas lieu de rester. Il n'y avait pas d'image ou de souvenirs merveilleux. C'était voilà le truc qui remonte en boucle. Donc ça, on l'a mis de côté. Enfin, on l'a rangé dans le CDI. On n'efface pas vraiment un souvenir. On va le ranger. C'est-à-dire que le souvenir était sur la table de nuit, toujours visible. Et là, on l'a pris et on a été le ranger dans la bibliothèque.
C'est ça, mais c'est comme Star of Bethlehem, tu vois, c'est une fleur qui parle des chocs, de tous les chocs, quels qu'ils soient, hein, même si c'était il y a effectivement, je sais pas quel âge avait cet homme-là, mais même s'il en avait 35, bah, ça s'était peut-être passé 20 ans avant. Mais donc Star of Bethlehem, c'est pareil, c'est comme si tu avais une cicatrice, tu peux toucher la cicatrice, elle te fait pas mal, mais elle est toujours là. Parce que enfin, je veux dire, tu peux pas effacer non plus ton histoire personnelle, ça n'a pas trop d'intérêt en fait en soi, puisque c'est ce qui fait aussi ce que nous sommes. Mais ce qui est important, c'est d'effacer cette mémoire-là traumatique qui l'empêche aussi d'être en sérénité avec sa compagne et son petit, tu vois. Et Oui, si parce que ça ça, devenait c'est très très l'essentiel. pesant pour sa compagne, très très pesant parce que c'était où tes machins, nani, nana, faire des crises d'angoisse. Même si il me dit rationnellement, je sais qu'il leur arrive rien, je sais, mais c'est plus fort que moi. Voilà, c'est plus fort que lui. Même s'il se dit bah non, il y a aucune chance du genre aller chez la voisine, bah, peu de chance qu'elle tombe d'une crise cardiaque quand même. C'est pas Ah, mais rationnel. c'est pas rationnel. C'est vraiment, c'est bien au-delà de tout ça. Donc, et donc, en termes de réponse, parce que là, encore une fois, c'est super difficile qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets sur la libido, donc après bébé, parce que il y a plein de petits tips, il y a plein des choses qu'on peut mettre en place. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, pour aider les parents qui pourraient nous écouter là? Ou déjà, t'as déjà dit beaucoup de choses, et moi aussi, Alors, ça peut être moi, aussi. ce que je pourrais conseiller déjà comme lecture, il est où? Je m'en sers tellement de tout le temps que je sais plus où je le mets, hein. Bah, prends ton temps, tu vas le retrouver. Parce qu'après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse pas non plus un tableau noir de la relation à nos corps et à nos désirs Ah ben après non, la maternité, complètement mais pas. en même temps, il faut être réaliste. Je pense que c'est très compliqué de vivre dans cette quête de performance de tout, en fait, sur tous les domaines. On peut pas être performant sur notre sexualité au même titre qu'on peut être parent en même temps. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il Voilà. faut aussi lâcher la bride, hein. C'est pas possible. Est-ce que Donc, tu peux donner c'est le pour, titre? alors, pour développer sa libido de Alain Héril. Très bien. Eril, ça s'écrit C'est comment, Eril? H-E-R-I-L. Ok. Alain Héril. Mais tu regarderas sur Internet, tu vas Oui. trouver pléthore d'émissions, de livres, de Ok. trucs. Et en fait, ce livre, donc, c'est des livres pratiques, c'est un livre pratique. Tu as un Mhm. petit texte sur un couple et tu as un exercice. Ok. Voilà, c'est des exercices de respiration, de massage, de communication, des jeux psychanalytiques, voilà. Après, ce que je conseille aux couples qui ont perdu le contact physique, Ouais. c'est tout d'abord parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous bloque quand on veut avoir une relation sexuelle avec son conjoint ou sa conjointe? C'est notre charge mentale. Oui. J'ai grossi, gna gna ni, il va me voir à la lumière, j'ai des poils, je suis pas épilée, j'ai des vergitures, et le bébé, est-ce qu'il a pris son cachet, est-ce qu'il a pris son bibi, et gna gna, les voisins vont nous entendre, et tati, tata, 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 est-ce que mon orgasme va revenir, parce que quand c'est le premier orgasme après bébé, bah, on a eu la vulve un peu malmenée, donc voilà, bon. Le premier truc, c'est de calmer ce petit vélo. Et pour calmer ce petit vélo, moi, je conseille des podcasts érotiques et sexuels. C'est-à-dire, au lieu de mettre de la musique en fond, eh ben, on va sur Vox, V-O-X-X-X. Donc, ça, Vox, c'est des podcasts masturbatoires sexuels avec une voix féminine. Oui. Et ensuite, pour les voix masculines, tu as le son du désir. Et le son du désir, c'est une voix masculine qui dit les textes. Alors, même si on n'écoute pas forcément tout ce qu'il raconte, déjà, on est tenté quand même d'écouter ce qui se passe. Donc, le cerveau, il peut pas faire 36 trucs à la fois, il peut pas écouter et en même temps réfléchir. Et pendant ce temps-là, ben, votre partenaire peut s'occuper de vous, vous caresser, vous enflammer de baisers. Et pourquoi pas, si on n'a pas envie d'une relation complète, pourquoi pas se masturber côte à côte, s'offrir du plaisir côte à côte. Donc, Ou tu conseilles de ne pas le faire en solo. Ça se fait en couple, cette écoute-là. on peut le faire en solo si on a peur si on Ouais. veut savoir si ça remarche bien, surtout pour Ok. les femmes. D'accord. On peut le faire en solo et ce qui est cool, c'est avec un jouet. Le fameux womanizer,
qui ne va pas abîmer les tissus cicatriciels au niveau de la vulve, puisque c'est un aspirateur à clito ou à air pulsé. Donc ça va pas tirer sur les cicatrices, ça va pas voilà, ça va pas malmener la vulve en fait. Ça va juste à l'essentiel et au principal, l'orgasme. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que moi, je connais pas cet objet-là. Alors, c'est dommage, il est en haut. C'est bête. Parce que j'ai toute une valise, un machin. Je travaille avec Marc Dorcel, donc enfin avec Dorcel Store. Donc du coup, j'ai tout un tas de, mais tout est en haut. Alors, le Womanizer, c'est un petit aspirateur à clito. Vraiment, ça a une petite bouche comme ça, Ok, et ça va venir téter le clitoris, d'accord. différentes rapidités, tout ça. Donc ça va juste stimuler le clitoris. Ok. Ça ne va pas stimuler les lèvres ou l'intérieur du vagin. C'est vraiment c'est le masturbateur féminin par excellence. Donc c'est ciblé et c'est respectueux, voilà, du corps de la femme qui vient. Alors encore une fois, c'est pareil parce que là on parle d'accouchement à voix basse, hein, puisque tu parles de la Oui, vulve et des lèvres. Tu as des femmes aussi qui ont eu des césariennes, c'est plus compliqué aussi. Et du coup, là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci au niveau voilà. Il du y a sexe, pas c'est de, il y a OK, pas de hein. pénétration. Voilà. Et en plus, maintenant, avec l'éventail extraordinaire des lubrifiants qui existent, Ouais, il y a certainement un lubrifiant qui va être OK pour vous. Alors, ça va être du lubrifiant au CBD, si on a des d'accord, douleurs encore, au niveau de la cicatrice et tout ça. Si on d'accord. a des difficultés à avoir une pénétration, bah, hop, allez, petit lubrifiant au CBD pour venir détendre, endormir, relâcher. Il y a les excitants, si on ne sent plus trop grand-chose, il y a des excitants, donc ça va être à base de gingembre, à base de piment. Il y a Alors, les chauffants, les Myriam, rafraîchissants. donc les produits dont tu parles, c'est la boutique de Dorcel. Bon, Et mais il il y y a a, toutes les marques. Ça ouais, existe. ok, mais est-ce que ce sont des produits naturels avec pas justement des excipients, des trucs et des machins et des odeurs qui vont agresser les chairs parce que ça n'a rien à voir avec. Enfin, je sais pas, un peu. Ça Alors, il y a existe une peut-être pas des catégorie bio, bio. mais tu vois, voilà. Si, mais il y a une catégorie bio. Il y a Ok, même un womanizer qui est sorti très récemment, il y a un mois et demi. Il est biodégradable. d'accord. C'est-à-dire, il a été fait que avec des Recyclage. trucs recyclés. Voilà. Et de toute façon, quand on a des jouets chez Dorsal Store, si on les veut plus, on les ramène, ils sont recyclés. Ok, Voilà. c'est important de le dire parce que justement, enfin, qui est pas, je veux dire qu'on on peut avoir une sexualité avec des objets, mais je veux dire, faut faire aussi attention à ce qu'on fait. S'il y a des chairs qui sont fragilisées, c'est pas la peine non plus d'y introduire des Bah, c'est objets ça, c'est ça. Donc pas il y a des normés. gammes, il y a des gammes bio, il y a des jouets au silicone Ok, médical. Bref, ouais. enfin bon. Il y a des trucs qui sont hyper respectueux de la peau, d'autres un peu moins, mais ils sont de toute façon testés. Enfin voilà. Après tout ce qui ça c'est dans les objets vibrants. Quand on va rentrer dans l'objet pénétratif, il y a des objets pénétratifs en bois, en verre. Qu'est-ce En qu'il y a en cristal. bois, en verre, en cristal, en métal chirurgical. Voilà, il y a vraiment de tout pour tous les budgets et surtout toutes les convictions. Voilà. Il y a des trucs véganes, enfin ils ont vraiment les sex shops. Alors moi je parle de Dorsal Store parce que voilà, mais parce que je fais des ateliers chez eux en fait au Dorsal Store de Bordeaux. Je fais des ateliers en sexo et c'est vrai que il y en a pour tout le monde. Vraiment, et c'est plus le truc glauquissime où t'as le rideau qui t'aspirait dans les années 80. Non, Exact. non. Maintenant, les sex shops n'ont plus de cabines avant des cabines de vidéoprojection, pas du tout. Là, les jouets sont exposés comme des bijoux. On y vient en couple. Moi, dans mes ateliers, j'ai pratiquement que des couples légaux, des couples illégitimes, des couples âgés. J'ai eu de tout. Donc vraiment, c'est c'est en passe de devenir vraiment comme un jiffy quoi, Ouais, c'est plus comme en normatif. Allemagne en fait. C'est moins tabou, quoique ça l'est toujours un peu. De toute façon, le sexe, l'argent, c'est toujours les deux sujets qu'il faut pas aborder en règle générale. Et voilà.
mais ça devient plus normatif et tant mieux. Je veux dire, voilà, ça fait partie de la vie en fait. Hein. Ouais. Et ce qu'il y a aussi quand il y a l'arrivée d'un bébé, c'est les fantasmes qui changent du couple. Oui. Et parfois, c'est très déstabilisant et pour celui qui les ressent et pour celui qui les reçoit. Parce que parce que c'était pas écrit au programme ce genre de fantasme et là on a eu le temps d'y réfléchir parce qu'il y a eu il y a eu un temps sans sexualité parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un orgasme on a une décharge énergétique, une décharge de libido et du coup on revient un peu à zéro entre guillemets. On remet notre machine à zéro. Et quand on se donne le temps d'imaginer, de fantasmer, de faire travailler la boîte à idées, on va beaucoup plus loin dans nos envies et nos besoins. Et du coup, on se découvre des trucs, on se dit mais pourquoi je pense à ça en fait j'ai envie de l'essayer, je comprends pas, voilà. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte quand on se découvre un fantasme qu'on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Et ça déstabilise aussi un couple. Ben oui. Après, là, ça va parce que du coup, s'il y a fantasme, c'est qu'il y a rencontre et que tout va bien, entre guillemets. Enfin, tout va bien. Ah des fois, c'est fantasme avec soi-même, hein. Ouais, ok. Des fois, c'est l'exploration de ses plaisirs à soi. Je pense notamment au plaisir prostatique pour les hommes ou à la sodomie pour les femmes. C'est jamais venu sur le tapis du couple, jamais. Et puis à un moment donné, après tout ça, après ce temps de réflexion, ça vient sur le tapis. Alors s'ils sont sur la même longueur d'onde et que c'est ok, allez, on va dans la découverte, on évolue, on avance, très bien. Si c'est quelque chose de tabou et rédhibitoire pour l'autre, ça pose problème. Et puis après le regard de l'autre change parce qu'on dit ah là là, il pense à ça. Enfin bon, voilà. Et l'autre il se sent jugé, il se sent trahi parce qu'il a dit quelque chose qui était vraiment profond pour lui et voilà. Donc ça aussi, Alors, ça m'arrive d'avoir des couples. mais du coup, enfin, selon toi, statistiquement entre guillemets, c'est provoqué par le déclenchement d'une naissance, c'est ça, après un Ça accouchement? peut, ça peut parce qu'on a le temps. C'est-à-dire, on va dire, on ne pratique pas le sexe d'un certain temps. Et le plus gros organe sexuel que nous avons, c'est le cerveau. Oui, C'est évidemment. le plus gros organe sexuel. Donc forcément, lui, il a le temps de tricoter des trucs. Hein. Et puis alors, il est hyper fort pour se tricoter des trucs. Donc, du coup, il y a des choses latentes. En général, à l'adolescence, il y a eu une idée, voilà, comme ça, et puis ça se fait pas, ça se dit pas, donc on fait pas. On l'enterre sous le tapis, et puis là, on a du temps. Alors là, le cerveau, il mouline, il gratouille, et puis il trouve des trucs sous le tapis, il trouve des photos, il dit ah mais dis donc, j'avais 16 ans, c'était pas mal ça, l'idée, et paf, il vous la colle, et après, ça devient une obsession. Alors Voilà. l'obsession, mais du coup, ça devient une obsession si et c'est bien vécu par l'autre aussi. C'est aussi ça, hein, la rumination mentale, l'obsession mentale, tu vois, ça c'est White Mhm. Chestnut. Mais si c'est l'obsession qui est vécue à deux, c'est ok. Mais si ça incommode l'autre, c'est plus gênant, quoi. Hein. Ah c'est une souffrance, et ça peut Ouais, devenir une rupture de couple. c'est ça. Parce que ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et là, c'est un dommage collatéral du bébé aussi, hein. C'est-à-dire que c'est sa venue qui a donné du temps, qui a donné du fantasme, qui a donné du machin, et voilà, qui a ouvert une porte en fait, qui a ouvert une porte. Et j'ai eu aussi ce cas-là où le monsieur avait absolument une seule idée en tête, c'était d'avoir une relation avec une femme transgenre. Et ça ne sortait pas de sa tête. C'était que ça. Il y avait que ça qu'il voulait. Et ça lui a coûté le couple parce que sa partenaire n'était pas ok avec ça. Ouais, Donc ça peut déclencher des trucs qu'on s'imagine même pas. Hein. c'est ça. Et je voulais revenir aussi sur, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, tu sais, sur le corps, sur les poils, sur la cicatrice, sur le corps Mm. qui n'a pas. Ça, c'est Crabapple, hein, c'est la fleur qui permet aussi d'avoir une meilleure image de soi quand on est aussi dégoûté par une image qu'on peut refléter ou même se regarder, hein, tout simplement. Euh, et donc ça, c'est la sensation d'être trop attaché à ce qui pourrait être pour nous des trucs énormes en fait et qui seraient peut-être plus relativisés en prenant la fleur, c'est-à-dire comme des points de détail, c'est-à-dire que Mm. c'est compliqué aussi de dire que c'est qu'un point de détail parce que je pense que l'homme ou la compagne, une fois qu'il est à côté, ne va pas prêter autant d'attention que ça. Alors ça, je mets un bémol hein, parce qu'il y a aussi des Mm. hommes qui supportent pas
les femmes enceintes et qui sont dégoûtés aussi par le corps des femmes enceintes, donc qui n'ont plus du tout de sexualité. Mais par contre, le fait que la femme, elle, des fois, a un regard qui est très très dépréciant et très jugeant sur des petites choses entre guillemets, même si c'est quelques kilos, c'est pas des petites choses, mais ça prend trop d'espace dans le couple et du coup ça limite aussi les rencontres, la relation, alors que le compagnon ou la compagne pourrait ne pas avoir à prêter autant d'attention en fait à ça. Mais pour la personne elle-même, c'est plus compliqué à vivre, quoi. Ouais. Alors moi quand c'est ça, quand vraiment il y a une cisure hein, entre les deux, je fais et c'est pas un gros mot, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce mot. Je fais la marche pédérastique parce que pédérastre veut dire apprendre en marchant. On a des capteurs proprioceptifs sous les pieds et les professeurs grecs faisaient leurs cours en marchant. Ils dispensaient leurs cours en marchant. Et donc, quand c'est ça, je fais faire une promenade à mes clients. Donc, je suis derrière, hein, j'écoute pas ce qu'ils se disent parce que c'est pas ça le but. Dans un parc qui est à côté de mon cabinet, et je leur demande d'écouter l'autre pendant 20 minutes. Et s'il y a rien à dire, eh ben il y a un blanc. On ne remplit pas le blanc. Et dans ce temps de parole, on va, alors ça dépend hein, la problématique, mais en général c'est soit exprimer le plus beau fantasme que vous avez réalisé avec l'autre, ou soit exprimer la plus belle soirée avec l'autre, pour se rendre compte qu'à ce moment-là, c'était ce moment M, et on a vécu des choses extraordinaires, mais c'est du passé. Et là, vous avancez. Donc, tout le bénéfice que vous avez appris dans ce temps-là, qui était extraordinaire, ramenez-le dans le pas que vous allez faire juste après, avec le nouveau vous, c'est-à-dire le vous d'aujourd'hui et du présent. Voilà, ça a toujours des impacts très très positifs sur les couples. Mais du coup, ça permet de réconcilier avec son corps et l'image qu'on a de soi-même. Ça permet, quand c'est l'autre qui n'arrive pas, comme tu disais, l'homme qui ne supporte pas, que sa femme, tout ça, ça permet de recréer un lien, en fait, un lien par rapport à la nostalgie et de tirer cette petite ficelle jusqu'à aujourd'hui. Après, quand c'est un manque de confiance en soi, d'abord on va chercher les points qui sont dépréciés. Leur remettre à leur juste place parce que peut-être qu'il y a une petite dysphorie de corps. La dysphorie, c'est penser un corps qu'on n'a pas. C'est-à-dire se trouver plus grosse qu'on est, plus moche qu'on est, plus maigre qu'on est, voilà. Et alors qu'en réalité, on a un corps. C'est-à-dire au niveau proprioceptif, le cerveau n'arrive pas à réguler l'image qu'on a de nous dans le miroir. Donc là, ça va être des caresses, des massages faits par l'autre partenaire pour reprendre les limites de son corps. Que le cerveau puisse reprendre les limites de son corps. Après on peut le faire tout seul, mais c'est moins sensuel. C'est moins sensuel. Oui, la conception de son corps avec les limites n'est pas la même qu'avec la main de l'autre. Voilà. Il y a ça et en même temps, je fais en cabinet une séance d'hypnose pour relier le cerveau au corps. C'est-à-dire, je réassocie les deux parce qu'il y a une dissociation forcément. Il y a de la PNL, c'est-à-dire leur montrer que leur corps c'est leur véhicule pour la vie et qu'on n'en a qu'un, ça se change pas. Donc il faut, même s'il a eu des blessures, des déformations, il faut l'aimer et le chérir parce que personne le fera à votre place aussi bien que vous. Ça, voilà. Et ensuite, du coup, moi j'envoie l'audio de la séance et elles peuvent l'écouter en même temps que leur partenaire ou la partenaire les caresse, les touche, voilà. Donc c'est un travail à deux. Et en règle générale, justement, après, la personne, elle a une juste proportion aussi de la représentation qu'elle a de son corps et
et de son bien-être Alors, c'est long, hein, c'est long parce que il faut du temps pour s'auto-saboter, se tirer une balle dans le pied, il faut du temps quand même. Donc pour soigner la blessure, il faut du temps aussi. En revanche, il y a des petits changements du genre ah ben aujourd'hui j'ai mis cette robe un peu colorée, avant j'aurais pas osé. J'aurais mis du rouge à lèvres, avant j'aurais pas osé. Ah ben là je me suis acheté des lunettes rouges, alors avant j'aurais pas osé. Des petites choses comme ça, des petits trucs comme ça, et aussi la réappropriation de l'orgasme. Il n'y a rien de mieux pour la confiance en soi que de s'offrir un orgasme. Parce que ça va déclencher tout un tas d'hormones, dont l'hormone de l'attachement. Et si on se l'offre à soi, on est attaché à soi. C'est l'ocytocine dont tu parles? Oui, l'ocytocine. Ouais. Ouais, c'est important. Parce qu'on ne le donne pas qu'à nos bébés, en fait. Hein. Non, non, et justement, que à la relation mère-enfant. Et justement, tu me disais, et la libido du bébé, ça n'existe pas. Si, ça existe. Non, j'ai pas dit ça, mais parce que j'avais fait le lapsus. J'ai pas dit que ça existait oui. pas. Mais enfin, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en libido avec l'enfant? Enfin, c'était quelque chose. Il faut savoir que libido, c'est peut-être un mot galvaudé, parce que d'abord, libido veut dire énergie de vie. C'est l'impulsion de vie. C'est l'agressivité positive. Ce qui nous fait lever le matin, c'est la libido. C'est l'agressivité positive de la vie. Et l'enfant, tout bébé, même dans le ventre de sa mère, il fait tout pour être dans la séduction, parce que il sait que s'il ne fait pas partie de la tribu, il ne pourra pas survivre. Parce qu'il est incapable de survivre. Donc les premiers sourires de bébé, qui sont aux alentours de, il me semble, 2-3 mois, peut-être avant, c'est pas des sourires de joie ni de... Non, pas du tout. C'est des réflexes. C'est des réflexes, ils sont là pour séduire. Parce qu'il se dit, si je séduis, je vais être prise en charge, on va bien s'occuper de moi et je ne vais pas mourir de faim. Et plus tard, on va avoir les émotions qui vont rentrer en ligne de compte, les primaires, jusqu'à l'âge de 7 ans, qui sont sans nuance. C'est tout rien. On n'a pas le petit bouton de jauge. Si on est heureux, on est très heureux. Si on est malheureux, on est très très malheureux. Voilà. Donc, voilà, c'est mais c'est la réalité aussi, en fait. Hein. Il n'y a pas de filtre. Voilà, c'est sans filtre. Et donc, la libido de l'enfant, ça commence dès sa naissance. Dès sa naissance, il a cette énergie de vie, il veut vivre, il veut continuer à survivre dans ce monde, et il sait pertinemment que sans l'amour de sa mère, bah, il peut pas vivre. Donc, il est dans la séduction. Eh ben, écoute, pour conclure, c'est bien. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais aborder juste avant qu'on se quitte? Parce qu'on avait parlé aussi de la performance, tu sais, du désir. Oui, la performance, oui. La performance, c'est le fantasme qu'on se fait que l'autre a l'idée de la sexualité. C'est-à-dire, c'est sûr, avec ses ex, il tenait au moins 15 minutes. Alors, si moi je tiens 10 minutes, machin, alors rien que de se mettre dans ce mood, il se passe plus rien. Et pareil pour la femme, ah mais oui, mais alors ses ex, elle devait faire 15 positions en 3 minutes, elle devait faire la licorne bleue et moi je sais que faire le missionnaire. Donc ça aussi, ça met une pression de dingue. Ça c'est dans les premiers temps du couple. Et aussi après bébé, parce que il y a des choses qu'on a le droit de faire avant bébé et des choses qu'on n'a plus le droit de faire avant bébé. Et ça, c'est ce que vous pensez. Parce qu'on a toujours tout le droit de faire avant, après, pendant bébé, voilà. Il y a pas de tabou. Mais dans la société, il y a des choses qui sont faisables et d'autres non. Et du coup, on se met une pression de dingue parce que on a changé, on est parents. Maintenant, faut rentrer dans le cadre, voilà. Ça aussi, ça casse le couple. Il faut arriver aussi dans son cerveau à décloisonner aussi tout ça et puis à retrouver aussi cette liberté d'hommes et de femmes que nous sommes au-delà du fait d'être parents en fait. Hein. Complètement. On est d'abord des individus à part entière et puis on a ce rôle en plus, mais il faut faire le nécessaire entre guillemets pour essayer de ne pas s'oublier. Déjà, la dynamique du couple, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire 2 personnes individuelles et l'entité couple. Et quand il y a bébé, bam, on s'en rajoute un 4e. C'est ça. Et voire un 5e, parce qu'il y a le bébé qui est entité tout seul, et il y a le couple papa-bébé, le couple maman-bébé, et il y a le couple papa-maman-bébé. Donc ça crée beaucoup d'équations auxquelles on n'avait pas forcément prévu.
C'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'on ne peut pas tout raconter avant quand on annonce une grossesse et qu'on dit ah super, je vais être papa ou je vais être maman. Après, c'est souvent des fois qu'il peut y avoir des déconvenus en disant ah mais j'étais pas au courant. Bah oui, mais on peut pas tout expliquer non plus. Après, on peut se renseigner quand même, mais après, des fois, on peut se renseigner, mais on n'est pas dedans, donc on n'est pas complètement non plus investi de cette information parce que ça nous parle pas. Et c'est dans l'expérimentation qu'on s'aperçoit aussi qui l'on est et quelles sont nos ressources et nos limites aussi. Et on n'est pas tout seul, il y a aussi les ressources et les limites de l'autre. Et donc, ça se complète ou pas. Et c'est là où c'est l'expérience aussi de la vie, quoi. C'est ça. Voilà, Myriam. Bon, bah écoute, je suis contente. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble déjà, tu vois. Bah, ça passe vite, hein. Ça passe super vite. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que si tes abonnés ou mes abonnés me posent d'autres questions, ce serait intéressant de développer de temps en temps des points particuliers. On peut aussi parler de la sexualité et des maladies chroniques. Parce que ça aussi, c'est pas forcément super développé. Il n'y a pas forcément de l'information. Et moi, par exemple, je travaille avec l'AFCEP, l'Association française des scléroses en plaques. Je fais des ateliers sexo et on libère la parole, on libère parce que ça implique plein d'autres choses, plein d'autres choses. Donc, c'est un sujet très intéressant, la sexualité. Hein. Ça fait partie de notre hygiène aussi de vie, en tout cas mentale. Et puis, il y a des moments aussi, on peut parler de la non-sexualité aussi. Il y a plein de sujets très intéressants. Hein. Alors, moi, je suis très quand même autour des parents, mais les parents qui sont malades, ça existe. Les parents qui ont des scléroses en plaques, enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Mais si tu es OK qu'on refasse un live ensemble, avec plaisir, il n'y a pas de souci, Myriam. Ah bah oui. Moi, de mon expertise, je peux parler de la sexualité et le diabète parce que je suis concernée. La sexualité et le syndrome des ovaires polykystiques. Ça aussi, tu dois en avoir des clientes parce que je suis concernée. Et on peut parler de sexualité et du CEDH, c'est-à-dire le syndrome des lèvres dans l'os hyper mobile parce que je suis concernée. Voilà. Je suis concernée, donc je peux en parler en connaissance de cause de tous les tenants et de tous les aboutissants, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, notamment avec les traitements, par exemple du diabète, des choses comme ça. Enfin bon, donc voilà, on peut vraiment développer le truc. S'il y a des questions, on y répondra et voilà. Bah avec plaisir. Alors déjà, cette vidéo-là, je vais la mettre, ce petit moment ensemble, je vais le mettre sur l'IGTV et je vais te retaguer. Comme ça, voilà, on saura qui tu es. Et après, je la mets sur ma chaîne YouTube. Et je remets les coordonnées. Donc, je vais mettre ton Instagram et je mettrai ton site. Et donc, ça veut dire que si les gens te cherchent ou si toi, tu as envie aussi de récupérer la vidéo ou tu as envie de la partager, il y aura déjà de quoi faire pour communiquer. Tu vois, je trouve que c'est bien aussi de laisser un espace où les gens peuvent avoir aussi accès. Parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. Donc, il y en a aussi qui sont contents d'avoir accès à tout ce qu'on a échangé ce soir. Merci beaucoup, Myriam. Et bon, écoute, merci de m'avoir reçue et peut-être à très vite, du coup. Bah oui, pourquoi pas. Pour d'autres lives. Bonne soirée à toi. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui sont passés et qui vont écouter aussi un jour cette IGTV ou cette vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, ciao. Ciao.